Et on est en direct. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière conférence de la journée, du jour 2 du sommet. Et on se retrouve avec Marie-Alice qui va nous présenter l'hygiène de vie. Donc là, c'est bon, on est dans le cœur du métier de naturopathe. On va parler vraiment de nos outils, on va parler de comment l'appliquer au quotidien, etc. Je vous invite à noter vos petites questions. On fera à la fin de la conférence un petit moment réponse à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on y répondra un petit peu plus tard. Bonjour Marie-Alice, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Bonjour à tous. Bon, super. En tout cas, on va commencer par une présentation de toi. Ça serait cool qu'on sache qui tu es. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours été dans le désir de transmettre et de partager mes connaissances ou mes passions. C'est quelque chose qui m'a toujours animée. Quand j'étais petite, je voulais être professeure des écoles. Ça a pris un petit peu de temps avant que j'y arrive, puisque j'ai fait d'autres choses avant. Mais en tout cas, j'ai toujours été proche de la nature et toujours attirée par les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Ça, c'est certain. Je suis venue aux soins naturels, à la naturopathie, à l'homéopathie, à l'époque, quand je suis devenue maman. Et c'est arrivé assez tôt, en fait. C'est pour ça que je suis pas devenue professeure des écoles tout de suite. C'est que je suis devenue maman très jeune et ça a décalé un petit peu mon parcours professionnel parce que j'ai élevé mes enfants assez longtemps avec bonheur. Donc voilà, moi j'avais eu une éducation pas du tout du côté naturopathique. Moi j'ai eu beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de médicaments. J'étais une petite fille très souvent malade et les soins naturels c'était pas tellement mon quotidien. Donc voilà, quand je suis devenue maman, j'ai vraiment voulu offrir autre chose à mes enfants puis à ma famille de façon plus large. Donc voilà. Et puis l'accouchement à la maison, le cododo, l'allaitement long, un petit peu comme Corinne qui en parlait hier, on a un petit peu le même parcours et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs à l'époque. Cela dit, c'est pas du tout un prérequis pour être naturopathe d'élever ses enfants comme ça, mais moi ça a été mon parcours et c'est vraiment ça qui m'a ouvert la voie ensuite à la naturopathie. Donc j'ai commencé ma vie semi-professionnelle, on va dire, dans l'accompagnement à l'allaitement maternel dans une association qui s'appelle la Leche League, qui me permettait d'accompagner des mamans enceintes ou avec leur bébé, avec leur bambin, avec leur conjoint aussi, puisque les parents étaient les bienvenus. Donc beaucoup de réunions, de soutien, d'information, toujours dans le respect du choix de chacun. Donc j'aidais vraiment les mamans à aller là où elles avaient envie d'aller. Et c'est là que c'est un peu proche de la naturopathie, c'est que on est un guide, on a des informations à disposition des familles, des parents, des personnes. Et ils en font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dogmatique, on n'est pas là pour leur imposer nos vues, mais on leur permet d'avoir accès à des connaissances qu'ils n'ont peut-être pas, que peu de gens ont d'ailleurs, souvent à propos de l'allaitement, c'est vraiment une petite niche, même si ça s'ouvre un peu plus aujourd'hui, mais ça s'est vraiment perdu. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir offrir ça. Et ça me nourrissait aussi, je faisais pas que donner de mon temps, c'était aussi important pour moi. Et puis ça a été un petit peu une profession à un moment donné puisque j'ai passé la certification de consultante en lactation et BCLC en 2005. J'ai travaillé quelques années comme formatrice de maternité où je faisais des consultations d'allaitement aussi. Et puis, les enfants grandissant, j'ai enfin décidé de devenir professeure des écoles. J'ai un petit peu laissé tomber les consultations d'allaitement. Et pendant 10 ans, j'ai été professeure des écoles où là, j'ai pu continuer à transmettre, à partager d'une autre façon, mais c'était tout aussi intéressant. Et puis finalement, la naturopathie m'a rattrapée. Je cherchais vraiment quelque chose qui allait m'épanouir plus que ce métier de professeur qui est un magnifique métier, mais qui est tellement difficile et tellement négligé aujourd'hui, avec des classes tellement surchargées que j'y trouvais plus mon compte et j'étais vraiment pas épanouie. Donc voilà, et je me suis rendu compte que la naturopathie, c'était finalement ce que je vivais au quotidien depuis toujours sans le savoir. Puisque quand j'ai envisagé de me former à la naturopathie, je connaissais très peu le métier. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, sans mettre de nom dessus, en fait.
Donc voilà, donc je me suis formée et je suis devenue naturopathe et dans la foulée directrice d'antenne chez Synergie Naturopathie. Et donc je suis directrice d'antenne pour Paris et Ajaccio. Voilà, pour ces D'accord. 2 antennes et je navigue entre les 2, ce qui est plutôt sympa. C'est, très riche, je trouve, ce partage d'expérience parce que, beh, moi, c'est tout l'inverse. J'ai plutôt été élevée par une maman, beh, comme toi ou comme Corinne, qui était très, voilà, très, dans le naturel. Moi, j'étais soignée par l'homéopathie, j'ai fait du cododo, jusqu'à mes 6 ans, enfin voilà. Donc c'est marrant de voir, beh, en fait, non, on n'est pas obligé de sortir d'une enfance comme ça pour devenir naturopathe. On n'est pas obligé, d'avoir tout le temps été dans le naturel pour devenir naturopathe. Il y a à un moment donné une transition, en fait, qui se fait. On en discutait un petit peu. Voilà, c'est clair que, aujourd'hui, si on souhaite devenir naturopathe, il y a un mode de vie à adopter en congruence, en fait, avec les valeurs de la naturopathie, mais on n'est pas obligé, d'être un ermite, à vivre dans la montagne, et cetera. On peut très bien vivre au cœur de Paris, on peut très bien avoir un mode de vie citadin et une hygiène de vie naturopathique autour de ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu tous ces parcours qui sont tous différents et qui permettent d'enrichir un petit peu ceci, quoi. Ouais, je suis d'accord. On va Alors, pouvoir attaquer le on vif du enchaîne, sujet. du coup, on rentre dans le pratico-pratique C'est de ça. l'hygiène de vie. Alors, donc, Vas-y, je te je vais laisse. vous présenter ce que c'est que l'hygiène de vie. La définition, c'est un ensemble de pratiques du quotidien qui favorisent les conditions de la santé. Dit comme ça, c'est super, ça donne vraiment envie de s'y intéresser. C'est inspiré de la notion d'hygiénisme que je vais présenter juste après, et c'est surtout une notion phare dans l'épigénétique. Pierre en a parlé tout à l'heure, je vais en reparler un petit peu là. Le terme est un petit peu nouveau, mais finalement, ça n'est rien d'autre que de l'hygiène de vie qui a une influence sur la santé, tout simplement. Mmh, totalement. Totalement. Et donc, du coup, là, on va pouvoir un petit peu approfondir cette notion d'hygiénisme, de voir comment ça se construit en fait au quotidien, quelles sont nos bases, tout simplement. Oui, voilà, voir de façon pratique, en fait, comment ça se vit. Mmh, totalement. Donc, du coup, qu'est-ce que l'hygiénisme concrètement? Alors l'hygiénisme, c'est ce qui inspire notamment la naturopathie, hein, de toute manière. C'est une conception très simple de la santé qui est issue d'un courant nord-américain du 19e siècle. Et alors, c'est très simple, c'est une vie simple et saine avant tout. C'est Mmh, basé sur notamment les différents jeûnes, porté plutôt vers le végétalisme, même si c'est pas une obligation. mmh, Ils font la part belle au soleil, à l'eau, à l'air, ce qu'on va développer tout à l'heure. En gros, les hygiénistes essayent d'intervenir le moins possible. On fait vraiment appel à l'intelligence du corps, ce qu'on appelle c'est ça. l'intelligence du corps, ou l'auto-guérison en fait. Hein. Donc, c'est des termes qui sont pas forcément connus de tout le monde, mais voilà, quand on s'intéresse à la naturopathie, c'est quand même des termes qui reviennent assez souvent. L'auto-guérison, l'intelligence du corps, c'est quelque chose avec lequel vous allez vous familiariser pendant votre formation. Totalement. Moi, je vois aussi dans le courant hygiéniste, enfin, moi, je suis naturopathe hygiéniste, mais je vois, aussi, quelque chose qui est très tranché, c'est que généralement les naturopathes hygiénistes ont un mode de conception des compléments alimentaires qui est un petit peu différent peut-être de certains naturopathes plus modernes ou qui sont très intéressés par tout ce qui est nutrithérapie, naturothérapie et cetera. On a, cette conception où on va toujours aller chercher au plus proche de la nature. Donc, c'est-à-dire que si on supplémente ou on complémente un corps, on va aller chercher via plasma de Quinton, via des graines germées, via des choses comme ça, des choses qui sont totalement naturelles et qui sont disponibles en fait dans la nature et autour de nous. Donc c'est aussi l'hygiénisme, pour moi, enfin en tout cas dans ma vision, c'est aussi rajouter cette notion de toujours se tourner en fait vers la richesse de la nature, tout simplement. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans notre école Synergie Naturopathie, on insiste vraiment beaucoup là-dessus.
on utilise évidemment les plantes, tous les recours issus de la nature, comme les plantes, les huiles essentielles, les bourgeons, dont Morvana va parler demain. On les utilise, mais toujours en supplément, c'est-à-dire en secours ensuite. Mais d'abord, on va s'intéresser à modifier son hygiène de vie, son alimentation. Finalement, on va au plus simple. On va d'abord faire intelligemment. On n'a pas besoin de se bombarder de plantes et de compléments pour aller bien. Il faut déjà revoir l'hygiène et ensuite, s'il y a besoin, on peut complémenter par des choses. Mais effectivement, ça se rapproche effectivement de l'hygiénisme, même si on n'est pas dogmatique et que on est très ouvert et que chacun trouve midi à sa porte. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dans le même courant, effectivement. Totalement. Et donc, du coup, est-ce que tu peux, on en a un petit peu vu tout à l'heure avec Pierre, mais est-ce que tu peux nous parler de cette notion en fait de génétique, d'épigénétique? Quelles sont les cartes qu'on a en main vis-à-vis de notre bien-être quotidien, vis-à-vis de notre santé? Alors oui, il y a ces deux notions, génétique et épigénétique, qui sont très proches, mais qui finalement sont quand même très différentes. Alors j'aime bien parler du jeu de cartes finalement, parce que la génétique, donc c'est ce qui est notre bagage héréditaire, hein, c'est ce qu'on a à la naissance, c'est inné, c'est pas modifiable, c'est nos richesses, nos faiblesses, c'est acquis, c'est comme ça. Et finalement, ça peut se comparer à un jeu de cartes qu'on nous aurait distribué. On va jouer à un jeu, le tarot. On nous distribue un jeu de cartes. Voilà, on l'a pas choisi, c'est tombé sur nous, c'est comme ça, c'est notre jeu de cartes. Ben ça, c'est la génétique. C'est avec quoi on part au départ. Et ensuite, la façon dont on va jouer à ce jeu, avec nos cartes, avec les cartes qu'on va puiser au fur et à mesure, avec nos partenaires, ben ça, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que comment on va mener notre barque pour faire en sorte que ce qu'on a au départ ne devienne pas forcément immuable. Donc, l'épigénétique, c'est ce bagage qu'on a eu au départ, est-ce qu'il va s'exprimer ou non? Est-ce que les faiblesses avec lesquelles on part au départ vont s'exprimer, ou est-ce qu'on va pouvoir les contourner, on va les lisser, on va faire en sorte que finalement on va quand même pas mal s'en sortir dans la vie parce qu'on aura bien joué à ce jeu de cartes en fait. Donc qu'est-ce qui définit cette épigénétique finalement? C'est le mode de vie, c'est l'environnement, c'est la façon dont on joue. Et je trouve que c'est important d'avoir cette notion-là parce que ça met en lumière finalement l'influence que l'homme a sur cette fameuse génétique. L'influence que vont avoir ses choix sur ses prédispositions. Donc, on peut très bien avoir entre guillemets, une petite santé au départ parce qu'on a récupéré un bagage génétique qui est pas top, mais si on a une bonne hygiène de vie, qui comprend l'alimentation et tout ce qu'on va voir après, on peut finalement améliorer le chemin de vie qu'on va avoir, et inversement, on peut partir avec un très bon bagage génétique et faire tellement n'importe quoi entre guillemets qu'on va gâcher ce beau jeu de cartes qu'on a et on va perdre la partie. Bon, là, je suis un peu, enfin voilà, c'est imagé finalement, mais je trouve que ça parle bien de cette façon-là. Totalement. Et on en parle beaucoup de l'épigénétique, hein, la médecine s'en est emparée, et c'est très bien d'ailleurs, hein, donc ils attirent l'attention sur le mode de vie finalement, c'est pas ce qui nous tombe dessus, c'est pas le hasard, quoi. Il y a des Totalement. Ça montre la richesse en fait du corps humain. Et à quel point, en fait, le corps humain, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait, qui a un potentiel mais de fou. Et c'est vraiment hyper intéressant la naturopathie dans ce sens-là, parce qu'on comprend en fait que quand on s'intéresse à la naturopathie, quand on se forme à la naturopathie ou quand on va voir un naturopathe, on devient réellement acteur de sa vie, de son quotidien. On n'est plus spectateur, on n'est plus en victime, enfin on en parlait surtout avec Marie, mais on n'est plus en victime de ce qui se passe autour de nous, on n'est plus en victime des événements qui peuvent nous arriver, on est vraiment au centre en fait de notre vie. Et c'est ça qui est beau dans notre métier de naturopathe, c'est qu'on est éducateur de santé. Donc en fait, on éduque les gens sans que ce soit péjoratif, hein, on les éduque à la santé en leur donnant toutes les pistes, toutes les clés pour comprendre ce qui se passe et du coup pour pouvoir agir ou pas, parce que c'est leur choix. Mais au moins, ils ont des pistes pour avancer. Totalement, totalement. Et donc du coup, dans le quotidien, comment ça se passe? Alors, l'hygiène de vie, en fait, c'est un mode de vie.
tout simplement, puisque on va le voir après, c'est des choses vraiment quelquefois toutes bêtes du quotidien. Et c'est un mode de vie qui peut être inné ou acquis. Certaines personnes vont avoir une hygiène de vie vraiment bénéfique pour eux sans en avoir conscience. Peut-être parce qu'ils ont la chance d'être dans un environnement favorable aussi, mais parce qu'ils vont avoir des attirances alimentaires ou de mode de vie qui sont bénéfiques pour eux, qui vont leur faire du bien, qui vont maintenir leur vitalité. Donc, parfois, ils n'ont pas eu besoin d'être éduqués et de savoir qu'ils pratiquent la naturopathie, mais simplement, voilà, c'est inné chez eux. Et pour d'autres personnes, ça va être acquis, justement, en faisant appel à des naturopathes ou d'autres thérapeutes de santé naturelle. Ils vont s'informer et ils vont y aller de façon consciente. Voilà. Peut-être ils vont prendre des virages à 90 degrés pour remonter la barre, redresser la barre. Donc voilà, c'est super de voir certaines personnes qui pratiquent l'hygiène de vie sans le savoir, et c'est chouette. Donc en fait, l'hygiène de vie, c'est le recours aux éléments naturels avant tout. Donc le soleil et la lumière du soleil, l'eau sous toutes ses formes, on va le voir après, l'air, et puis le mouvement aussi très important. Et également l'alimentation, évidemment. Et sans dogme, on pourrait juste dire que c'est l'alimentation la plus proche de son état naturel et puis la plus adaptée aux besoins de la personne, finalement. Voilà. Et cette hygiène de vie fait appel à l'intelligence du corps, tout simplement, puisque le corps a toutes les possibilités. Il faut juste qu'on lui en donne les moyens d'exprimer ça, en fait. Totalement. J'ai rien à rajouter. C'est parfait. Du coup, tu vas nous exposer un petit peu des principes d'hygiénisme, des principes d'hygiène de vie. On va commencer par l'alimentation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de l'alimentation ? Alors l'alimentation, évidemment, c'est la première chose qu'on a envie sur laquelle on a envie d'expliquer aux gens qui nous consultent. Très souvent, il y a des petites choses à régler, des petites incompréhensions, des petites erreurs entre guillemets alimentaires qui font qu'ils ont les problématiques avec lesquelles ils arrivent en consultation. Donc finalement, alors il y a plein de régimes différents, un régime étant pas un régime forcément amaigrissant, mais plein de régimes alimentaires différents qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Finalement, ce qui va convenir à tout le monde, c'est ce qui est le plus proche des besoins de la personne. Et pour ça, on va tenir compte de différents paramètres, notamment l'âge de la personne. On nourrira pas un adolescent de la même façon qu'une personne âgée. Les besoins aussi en alimentation vont être différents selon l'activité de la personne, selon son travail, et puis selon l'énergie du moment. Par exemple, si on veut parler de monodiète ou de jeûne à quelqu'un, on va quand même s'assurer qu'il a une bonne énergie, qu'il a une vitalité suffisante. Donc voilà, on va adapter ce qui correspond à telle personne, à tel moment de sa vie, et adapté à son mode de vie actuel, en fait. Totalement. Donc on va être sur, donc je l'ai déjà dit, mais l'alimentation la plus proche de son état naturel. Donc ça va passer par la culture de ces aliments. Alors souvent là on parle de fruits et de légumes. La conservation naturelle des aliments. On va éviter les conservations qui vont dégrader les aliments, qui vont faire perdre les vitamines. Donc du coup, évidemment, la cuisson, la préparation, on va essayer de conserver au maximum les nutriments des aliments. Donc il y a plein de méthodes, la vapeur douce, le fait de pas trop cuire non plus les aliments. Alors nous chez Synergie, on est vraiment sans dogme, donc on va pas dire il faut manger cru absolument pour garder toutes les vitamines et garder l'alimentation vivante, mais on va quand même respecter l'aliment et essayer au maximum de pas trop le dégrader. Et évidemment, l'alimentation crue est très vitalisante. Donc, dans l'idéal, elle doit avoir quand même sa place dans l'alimentation, mais c'est pas obligé que ce soit que ça, en fait. Totalement. On va éviter les excès, bien sûr, en tout, parce que même les meilleurs aliments pris en excès ne feront pas de bien. Et on se fera l'effet inverse. Donc, on évite les excès. Les végétaux frais de saison, bon ça, voilà, je l'ai dit. Bio si possible.
quoique, pour certaines personnes, ça peut être compliqué d'acheter du bio et moi, je fais très attention en consultation de ne pas faire peur aux gens en leur disant: «Il faut manger bio, il faut manger de saison absolument, il faut éviter les boîtes, il faut éviter ceci». Ça dépend d'où part la personne. Si c'est quelqu'un qui ne mange Mmh. jamais de légumes, et Ouais. qui a un petit budget, lui dire qu'elle peut commencer par, des boîtes si c'est son quotidien ou si c'est ce qu'elle connaît. Ça peut être intéressant dans un premier palier pour la faire venir ensuite tout doucement à une alimentation peut-être, plus vitaminée, plus vivante mais ça va se faire progressivement et puis c'est son choix aussi. Donc nous on est là pour leur donner les informations. Après ils font, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. L'idée, c'est pas d'être trop extrême dans les conseils naturopathiques parce qu'on peut les dégoûter tout simplement. Alors que suivant d'où ils partent, ils peuvent avoir un long chemin à faire avant de retrouver leur vitalité et voilà, ça peut être long quelquefois. Totalement. Ouais. Totalement. Vas-y, je te laisse. J'ai marqué attention au sucre parce que c'est vrai que c'est l'aliment du siècle. On en consomme énormément. L'alimentation moderne est faite essentiellement de sucre et de glucides qui sont des sucres. Donc voilà, j'ai mis un petit clin d'œil là-dessus parce que c'est vraiment ce qui pêche souvent et ce qui entrave la vitalité finalement. Voilà. Et Hippocrate disait, si nous pouvions donner à chaque individu la bonne quantité de nourriture et d'exercice, pas trop peu et pas trop, nous aurions le plus sûr moyen pour la santé. Et c'est vrai que ça dit tout en fait. Hein. Ça résume tout. C'est vraiment ce savant équilibre dans le quotidien qui est toujours compliqué un petit peu à trouver. C'est même en tant que naturopathe, parfois ça choque quand il y a des gens qui viennent chez moi. J'ai des légumes au congélateur, j'ai des légumes en boîte. Oui, parce que parfois je peux pas aller au maraîcher, j'ai pas le temps, j'ai plus ou j'ai pas enfin il y a X ou Y raison qui fait que je dois consommer des légumes et c'est toujours mieux que rien et ça me convient dans mon quotidien. Donc voilà, il y a ce savant équilibre, entre éviter les dogmes, comme tu le disais, éviter de rentrer trop dans un truc: «Ah non, mais je ne mangerai pas de haricots verts en boîte, je ne mange, que 100 cru» et je sais qu'il y a parfois eu des réflexions dans le style: «Beh, si je peux pas manger des légumes crus, je mange pas». Qu'est-ce qui est le meilleur là-dedans, entre ne pas manger si tu as faim et avoir des légumes, fouillis en boîte ou congelés, même il y en a des bio, il y en a qui sont pas non plus, Oui, il y en a de catastrophiques. bonne qualité en plus. Oui, Ouais. il y en a c'est vrai que moi je favorise quand même le congelé aux boîtes parce que le Oui, congelé, c'est un petit peu mieux au niveau vitamines, minéraux, on est heu, d'accord. mais voilà, c'est normal et ça fait partie, de nos vies d'aujourd'hui et c'est comme ça et il y a aucun souci à ça. Oui, Donc puis on voilà. n'est pas obligé de se mettre nous, en tant que modèle sur un piédestal en se montrant parfait et en Voilà, faisant tout parfaitement. Au contraire, déjà on peut faire fuir des gens qui du coup se disent: «Mais enfin j'arriverai jamais à atteindre, des critères comme ça, donc tant pis, je vais tourner les talons». Et puis il y a la notion de plaisir aussi et puis de culture, enfin on peut pas tout balayer d'un coup donc voilà, il faut rester mesuré. c'est ça, totalement. Un Alors, autre type d'hygiénisme, le sommeil, la base de la base. bah, Au-delà je crois de que c'est le plus l'alimentation, important finalement. c'est ça, parce que vous pouvez manger tout le cru que vous voulez, vous pouvez manger tout le meilleur légume bio que vous voulez, les meilleurs trucs que vous voulez, si vous dormez pas bien, C'est ça. ça peut pas aller. Ouais, le sommeil et la sieste si besoin et la récupération physique, Mmh. c'est tellement important, parce que notre corps se répare quand on dort. Donc c'est vraiment, ouais, je l'ai mis en premier parce que ça m'a paru le plus important, même si à chaque fois que j'en rajoutais un, je dis: «Ah bah lui aussi, il est super important». Mais oui, le sommeil, c'est essentiel à la récupération, ne serait-ce que si on pense aux sportifs, voilà, Pierre en parlait tout à l'heure, on peut faire tous les sports qu'on veut. Si on se repose pas après, si on ne permet pas au corps de se réparer, de réparer ses cellules, c'est vain quoi et on se fatigue on fatigue notre organisme plus qu'autre chose donc le sommeil, c'est vraiment tellement important d'en prendre soin.
Alors, d'une personne à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui sont en pleine forme après 5 heures de sommeil, d'autres qui ont besoin de 8 heures de sommeil. C'est vraiment, ça dépend de chacun, ça dépend des tempéraments, des habitudes, du niveau de stress aussi parfois, de l'alimentation. Enfin, finalement, tous les paramètres de l'hygiène de vie se complètent et s'imbriquent et peuvent s'influencer les uns les autres. Hein. Donc, quelquefois, un besoin de sommeil trop élevé, ça peut être un signe de déséquilibre par ailleurs. Donc, voilà. Oui. En tout cas, si on se réveille en forme le matin, certainement, c'est qu'on a dormi suffisamment et qu'on a une bonne vitalité. Si on se réveille épuisé le matin après avoir dormi 10 heures ou même 8 heures, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut creuser de ce côté-là. C'est ça. Et ce C'est un sommeil, il est... indicateur. Vraiment, le réveil du matin, moi, Ouais. c'est une question que je pose à toutes les consultations. C'est vraiment un très bon indicateur de vitalité, de reflet du sommeil. C'est hyper important. Tout à fait. Et ce sommeil, il est souvent négligé aujourd'hui et par les jeunes notamment, beaucoup. Je parle comme une vieille là, mais c'est vrai que on le sait, hein, que les enfants d'aujourd'hui dorment beaucoup moins qu'avant et c'est délétère pour leur cerveau, pour leur développement, pour leurs études, parce qu'il y a beaucoup d'écrans. Il y a beaucoup d'écrans de partout. Quand c'est pas la télévision, c'est le smartphone ou l'ordinateur ou la tablette. Ils sont bombardés de partout. Mais il n'y a pas besoin d'être jeune pour avoir ce problème-là. Hein. Même les adultes sont beaucoup devant les écrans, beaucoup plus qu'avant, avec les réseaux sociaux qui nous sollicitent énormément, avec heureusement des choses très intéressantes, souvent, mais parfois c'est du temps perdu et qui épuise le cerveau, en fait. Hein. Donc, ce manque de sommeil ou l'insomnie, qui est un autre problème, qui est un problème à part simplement le fait de se coucher trop tard ou de ne pas dormir assez. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes d'insomnie, ça c'est vraiment un sujet à part. Ces problèmes-là vont favoriser de nombreux troubles. Donc, ça peut aller de l'irritabilité au brouillard mental, mais ça peut aller jusqu'à la dépression pour certaines personnes. Ça peut donner des envies de sucre. Ça peut favoriser la prise de poids parce que ça peut perturber également les hormones. Donc voilà, il y a plein de troubles qui peuvent découler de ce manque de sommeil qu'on ne soupçonne pas en fait. Voilà, donc en gros, il faut retenir que le sommeil est hyper important. Et du coup, tu vas nous donner quelques petits conseils pour ce sommeil. Oui, alors l'idée c'est de favoriser les bonnes conditions pour s'endormir le plus rapidement possible, pour se réveiller le moins possible. Donc il y a des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Et quand on les rappelle aux gens, quelquefois ils disent « Ah mais oui, effectivement, ça paraît logique ». Donc on va favoriser les repas légers le soir, puisqu'une digestion un peu lourde de choses trop grasses peuvent vraiment alourdir le sommeil. Je sais que ma mère disait souvent, quand elle mange trop lourd, elle fait des cauchemars carrément. Donc voilà, ça a vraiment un impact sur le sommeil. On va éviter les excitants, le thé, le café, le chocolat. Quelquefois, dès l'après-midi, il y a certaines personnes qui, s'ils boivent un café passé 15 heures, c'est fini, ils ne s'endorment plus avant 2 heures du matin, alors que d'autres personnes, ça ne va rien leur faire. Donc là, encore une fois, chacun voit ce dont il a besoin. Là, c'est des conseils assez généraux, mais ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Savoir écouter les premiers signes du sommeil. On parle quelquefois du train du sommeil qui passe quand on est devant la télé le soir et on se rend compte que là, ce serait bien le moment d'aller se coucher et que si on attend, si on ne va pas se coucher à ce moment-là, et ben, ce train passe, la pêche revient et puis après, le prochain train, il est dans très longtemps et on a beaucoup de mal à s'endormir. Donc, quelquefois, ça peut être très tôt par rapport à nos habitudes, mais de temps en temps, c'est important de se coucher très tôt quand le corps le demande. Il a besoin de récupérer parfois. Totalement. On va éviter les écrans avant le coucher. Et puis, on va éviter les écrans dans la chambre. C'est vrai que la télévision ou la tablette ou le téléphone dans la chambre, ça ne favorise pas l'endormissement. Et donc, dans l'idéal, on va laisser son téléphone à l'extérieur. On peut utiliser un vrai réveil et pas son téléphone en réveil. Voilà, c'est des habitudes à prendre qui sont difficiles pour certaines personnes, mais bon, quand elles y arrivent, c'est vraiment bénéfique. Couper les ondes Wi-Fi dans la maison. Donc, on peut couper le routeur pendant la nuit. Et puis, on va aussi se mettre dans des conditions d'obscurité, de silence, de fraîcheur aussi. C'est bien d'aérer la pièce avant de dormir, voire même de dormir la fenêtre ouverte.
Voilà, toutes ces conditions-là vont favoriser le sommeil. Et puis, si on n'a pas assez dormi, on peut, si possible, compenser par une petite sieste dans la journée. Mais vraiment une sieste courte, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça repart, on repart bien. Par contre, si on dort trop à la sieste, alors là, on est assommé et on peut être pire qu'avant. Donc, faut vraiment pas abuser des siestes. Et puis, on peut, avant de dormir, prendre un bain chaud, se faire masser ou pratiquer l'automassage. On peut pratiquer des exercices de gestion du stress qu'on verra à la toute fin du diapo. Et puis, d'autres idées qu'on pourrait avoir qui nous font nous sentir bien et détendus. C'est après à adapter, selon vous, vos modes de vie. Moi, ce que je vous conseille, ce que je pense tout naturopathe peut vous conseiller, c'est de faire petit pas par petit pas, de commencer à instaurer des choses petit à petit. Donc, petit à petit, vous changez vos repas peut-être du soir, de voir, peut-être bouger les excitants dans la journée, le prendre que le matin. Voilà, c'est peut-être un soir, vous dire un soir sur deux, je vais couper le Wi-Fi ou des choses comme ça. C'est de le faire petit pas par petit pas pour éviter que de le faire trop d'un coup et de sentir de la frustration, de ne pas être bien et donc du coup, de ne pas réussir en fait sur la durée, de maintenir vos conseils et des bons réflexes en fait, comme ce qu'elle dit Marie-Alice. Ouais, bien sûr, oui, oui, on peut pas tout mettre en pratique tout de suite et puis si ça nous paraît insurmontable ou vraiment trop compliqué, c'est pas la peine de le faire. Si on le vit trop mal de laisser, la télévision éteinte ou hors de la chambre ou le téléphone, voilà, il faut y aller vraiment progressivement et encore une fois, c'est une question de prise de conscience. Si on a compris que ça nous faisait du mal et qu'en faisant autrement, on va mieux dormir, on a les clés en main. Après, on en fait ce qu'on veut, hein, mais puis il y a plein d'autres techniques, hein, Il y a la lumière du soleil qui est très oui. intéressante aussi pour le Je vais sommeil. en parler dans Ouais. le soleil après, mais oui, bien sûr, le soleil dans Le la fait journée, ça aide à dormir. de bien s'exposer, c'est hyper important. Ouais. Voilà, tiens, justement. J'ai fait une introduction pour la prochaine. Magnifique. Donc la lumière du soleil, donc qui est pas forcément le soleil direct, hein, ça peut l'être, mais c'est pas obligatoirement le soleil direct, ça peut simplement être l'exposition à la lumière. Le soleil, il est source de vie humaine, animale et végétale, il est indispensable à toute vie sur Terre et il va favoriser le sommeil justement en augmentant la production de mélatonine. La mélatonine, c'est ce qu'on sécrète au moment où on dort et où on s'endort, et c'est ce qui permet de rester endormi et de dormir profondément. Certaines personnes prennent des compléments de mélatonine en fait pour réussir à s'endormir. Là, le soleil, il est précurseur de mélatonine. Il aide. Ouais. Le soleil, il a des effets bénéfiques aussi sur les os, sur la peau, sur le système nerveux. On connaît l'intérêt des vitamines A, D, le phosphore et le calcium. Tous ces minéraux finalement et ces vitamines vont favoriser le sommeil et sont induites par l'exposition au soleil. Alors, on parle bien d'exposition au soleil et pas de faire la crêpe sur la plage pendant des heures et des heures. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé si on n'aime pas et puis c'est vrai qu'on fait très attention de pas s'exposer aux heures trop chaudes et de pas prendre de coups de soleil. Ça Voilà. c'est pas du tout bon pour la santé, pour la peau. Néanmoins, il faut pas non plus, Trop se à mon protéger du sens, soleil. tartiner de crème de la tête aux pieds et se camoufler complètement. En tout cas, si on n'a pas de problématique en lien direct avec le soleil, hein. Il y a des personnes qui peuvent pas du tout s'exposer, c'est autre chose. Mais justement, les personnes qui supportent mal le soleil, souvent, sont des personnes qui vont s'exposer d'un coup l'été, en n'ayant jamais vu le soleil du printemps et en restant tout le temps enfermé. Et finalement, quand on s'expose très régulièrement, progressivement, la peau s'habitue. Voilà, donc ne pas hésiter. Donc on va le voir du coup dans les conseils pratiques pour le soleil. Donc, prendre le soleil dès le matin au réveil, ça c'est très bénéfique. Si on a la chance d'avoir un jardin, sortir dans son jardin, pieds nus, c'est encore mieux, mais je vais le redire après. Marcher dans la rosée le matin, exposer son visage ou le reste du corps s'il fait pas trop froid au soleil, ça c'est très bénéfique. Et ça va avoir des répercussions sur le sommeil le soir en plus. Donc c'est très vivifiant. S'exposer régulièrement à la lumière, quelle que soit la saison, c'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher pendant l'hiver et ne sortir dehors qu'au printemps et à l'été.
À l'automne, il y a des balades magnifiques à faire, en hiver aussi. Enfin, plus on sera dehors et meilleur ce sera pour la santé. Et évidemment, mais on l'a dit, voilà, on favorisera les heures les moins chaudes en été et on va pas se brûler. On va pas se brûler la peau, ça c'est important. Totalement. Et dans les autres éléments qui nous entourent, on a l'air. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui nous entoure, de comment en profiter? Alors, l'air, il suffit de mettre le nez dehors pour en profiter. Alors quand on est dans les grandes villes, c'est un peu plus embêtant, mais quand on a la chance d'être à la campagne ou de pouvoir aller le week-end dans un endroit un peu plus vert, on profite, aussi de l'air. Il est comme l'eau, il est indispensable à la vie et comme le soleil aussi. De notre premier à notre dernier souffle, on respire dès qu'on sort du ventre de notre mère et jusqu'à notre dernier souffle. Cet air, il est, essentiel. Alors, ça peut être problématique quand il est pollué, malheureusement, dans les grandes villes, dans les zones industrielles. Si on utilise des produits ménagers, on va respirer un air qui est plus pollué. Si on bricole avec des produits chimiques, on peut trouver des produits plus naturels pour le bricolage, ça existe, comme pour les produits ménagers. Les produits de bureau aussi sont souvent très pollués. Quand on est devant l'ordinateur, il y a un air l'air qui rentre dans l'ordinateur pour l'aérer. Ce qui ressort est pas un air extra respiré. Donc, il faut penser aussi à aérer sa maison, d'autant plus quand on reste beaucoup travailler en intérieur, c'est important d'aérer très souvent la maison. On va favoriser les sorties dans la nature. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'être au contact de la nature, mais dès que possible, les balades en forêt, les balades au bord de mer, à la montagne. En tout cas, au moment des vacances, ça peut être un bon moment pour compenser, faire le plein de bon air pur. Et la façon dont on va respirer va aussi influer sur notre bien-être. Donc, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure dans la gestion des émotions, mais respirer à plein poumon et avoir conscience de sa respiration, c'est important. On respire pas par petites. Souvent, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On respire de façon un peu saccadée, pas très ample en fait, sans s'en rendre compte. Alors que quand on respire consciemment, par grandes inspirations, grandes expirations, comme on fait par exemple au yoga ou en relaxation, là c'est très bénéfique pour le corps et ça apaise le mental en plus. Totalement. Puis il faut faire attention aussi, ne serait-ce qu'aux vêtements qu'on porte. C'est vrai la société nous fait très tendance à porter des choses très moulantes, même les soutiens-gorge très serrés, des pantalons, des jeans très serrés, et ça influe sur notre respiration, sur notre façon de respirer, donc il faut faire attention. C'est vrai, quelqu'un qui a une ceinture très serrée, il va un peu comprimer son abdomen et ça va retentir sur la cage thoracique, il va moins respirer amplement. Les soutiens-gorge, effectivement, qui peuvent être trop serrés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui les enlèvent en arrivant à la maison et qui respirent. Donc oui, bien sûr, les vêtements, ça peut comprimer, c'est vrai. Donc la respiration peut avoir un effet sur le mental et les organes internes, mais c'est ce qu'on vient de dire. Et puis quand on est en forêt, on fait le plein, ou en forêt ou au bord de la mer, en montagne, on fait le plein d'ions négatifs. Les ions négatifs, c'est les ions qu'on trouve dans la nature et qui sont l'opposé des ions positifs qu'on trouve à l'intérieur, avec les écrans, avec les ampoules, avec les lumières artificielles, qui sont plutôt délétères pour la santé, alors qu'à l'inverse, les ions négatifs vont favoriser la santé et la bonne santé de nos cellules, en fait. Totalement. Et puis le fameux prana, l'énergie vitale dont on parle en Ayurveda. Enfin voilà, là, ce sont quelques exemples. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu avant. La respiration consciente, ça peut être par exemple la respiration ventrale, tout simplement. Certaines personnes respirent vraiment que par le haut, pas que par la poitrine, en fait. Alors que si on leur demande de, par exemple, poser la main sur le ventre et de gonfler le ventre à l'inspiration et de rentrer le ventre à l'expiration, elles en tirent des bénéfices qu'elles ne soupçonnaient pas, en fait. Donc, y penser dès que possible, respirer par le ventre, ça peut vraiment faire du bien et on en parle beaucoup dans les cours de yoga, cours de relaxation, la gym, enfin, vraiment, ils attirent l'attention là-dessus. Après, un peu plus poussé, un peu plus conscient encore, on a la cohérence cardiaque qui se pratique en 5 minutes
2 ou 3 fois par jour quand vraiment on a envie de faire d'avoir un effet sur le psychisme et sur le rythme cardiaque en fait. C'est une façon de respirer un peu particulière. Je ne vais pas la développer ici. On trouve des infos partout sur la cohérence cardiaque, mais en gros c'est réguler sa respiration de façon très profonde pour réguler son état émotionnel, mental et physique aussi. Ça apporte beaucoup de bienfaits. Après, il y a les pranayamas aussi qui sont des respirations de yogi qu'il faut faire accompagner. Il faut vraiment ça se fait pas tout seul et ça s'improvise pas. Mais Vous ça avez peut des avoir des bienfaits. Comment ? il y a des cours même en ligne avec des professeurs qui accompagnent sur des plateformes spéciales à apprendre en fait les pranayamas pour pouvoir comprendre en fait le mécanisme Ouais. et par la suite, même généralement dans à peu près tout bon cours de yoga, il y a quand même des séances de pranayama. Oui, c'est vrai, souvent, ouais. Mais c'est vrai que ça doit être fait correctement parce que si c'est fait n'importe comment et de façon On peut excessive, se ça faire mal. peut faire tourner la tête, on peut s'évanouir, ça peut avoir des effets négatifs. Donc voilà, ça se pratique avec précaution. Et puis on a les appareils respiratoires, par exemple le Bolder-Jacquier, qui est l'équivalent d'une balade en forêt de pins dans les Landes, qui est un appareil qui permet une meilleure oxygénation des cellules du corps. Moi, je le propose en consultation. J'ai des clients qui viennent juste pour faire leur petite séance plusieurs fois par semaine de bol d'air. Et c'est vrai que en plus, ça sent tellement bon. C'est vraiment très agréable. Il y a aussi les assainisseurs d'air, donc diffuseurs d'huile essentielle que pas mal de monde connaît, les ioniseurs, les fontaines aussi. Voilà, tout ça, ça va être pour rendre l'air qu'on respire plus agréable et peut-être plus sain parfois. Et puis une méthode, alors je l'ai mis dans l'air en fait parce que c'est une méthode d'ostéopathie, la méthode Jessray. C'est une méthode pour les asthmatiques. Alors moi je l'ai jamais testée, mais il paraît c'est vraiment, ça a vraiment beaucoup de bienfaits pour les asthmatiques. C'est une méthode ostéopathique très particulière, donc a inventé cet ostéopathe, Monsieur Jessray, qui libère d'une certaine façon les vertèbres et qui libère la respiration. Voilà. Donc on peut trouver des thérapeutes dédiés à ça. Il faut chercher. Ok. Voilà. Je vais m'intéresser à ça. Ben oui, pour les gens qui sont asthmatiques, ça peut vraiment être très, très intéressant. D'ailleurs, même ne serait-ce que pour les personnes qui ont du mal à respirer, simplement prendre conscience de leur cage thoracique, de leur diaphragme un peu bloqué, de leur plexus solaire un peu bloqué. Quelquefois, le fait de se masser ou de faire des mouvements d'épaule et de se libérer la cage thoracique, ben, ils respirent mieux tout d'un coup. Voilà. Mais ils n'y pensent pas forcément si on leur a pas dit. Hein. Oui. Et puis, il faut se rappeler aussi dans la journée, il peut y avoir des petits tips, des petits trucs pour essayer de se poser, mettre des rappels sur le téléphone, mettre un post-it aux toilettes ou des trucs comme ça, de se dire « respire ». Oui, il y a des personnes qui mettent sur leur téléphone, quand ils déverrouillent leur téléphone, ça marque « respire ». Ouais, c'est ça. Ça peut être une petite idée comme ça. Alors, je t'invite du coup à nous parler, après l'air, l'eau. Du coup, comment on peut utiliser l'eau et qu'est-ce que l'eau et alors l'eau, c'est le principal constituant de la terre et du corps humain. Voilà. Elle est essentielle à la vie, évidemment. On ne tient pas plus de quelques jours sans boire de l'eau. Donc c'est vraiment un constituant essentiel. Et elle est répartie inégalement sur la Terre. Ça, on sait qu'il y a des régions arides qui n'ont pas accès à l'eau aussi facilement que les autres. Nous, on a la chance dans notre pays d'avoir accès très facilement à l'eau et de pas être trop loin de la mer, finalement. On est quand même entouré de l'océan et de la Méditerranée. Elle peut être souvent polluée, donc on va en prendre soin. On va c'est important de savoir où la puiser. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, la filtre en fait, soit avec des filtres disponibles qu'on met sous l'évier, soit des filtres séparés dans lesquels on met l'eau, qui passe dans des systèmes de charbon. Enfin, il y a différentes méthodes pour purifier l'eau. Mais c'est vrai que aujourd'hui, très souvent, on se rend compte que l'eau est polluée, qu'on a besoin d'en prendre soin. Totalement. Et donc, l'eau, elle est utile au corps, en interne, quand on la boit, et en externe aussi.
Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Les différentes techniques d'hydrologie, donc l'eau en interne, Alors nous l'eau aurons en interne, c'est le fait de boire de l'eau, hein, tout simplement. Donc l'idée, c'est de renouveler l'eau interne du corps quand on boit. Donc ça va permettre au corps de filtrer les toxines et de détoxiner de façon tout à fait quotidienne et tout à fait naturelle. Donc dans l'idéal, on va favoriser une eau la plus pure possible et peu minéralisée, puisqu'on sait qu'en fait, les eaux très minéralisées n'ont pas grand intérêt, puisque les minéraux qu'on va boire à travers l'eau vont ressortir et ne pas nous profiter, voire même peuvent nous encrasser. Donc il n'y a pas grand intérêt finalement. Les minéraux, on les aura plutôt par l'alimentation, par les végétaux, mais l'eau en elle-même, minérale, ne représente pas beaucoup d'intérêt. On va plutôt essayer de la prendre en dehors des repas, puisqu'on va éviter de diluer nos sucs digestifs. Si on boit des grandes quantités d'eau, en fait, on ralentit le travail de digestion. Donc voilà. Si on a soif, évidemment, on peut boire un petit peu, mais boire des verres et des verres d'eau quand on mange, c'est souvent, ça ralentit la digestion. Totalement. On est sur à peu près, alors j'ai marqué 2 litres et demi d'eau par jour environ, si on compte les végétaux qu'on va consommer. Puisque quelqu'un qui va manger beaucoup de végétaux aura moins soif et moins besoin de boire de l'eau que quelqu'un qui ne mange que des protéines et des glucides, par exemple, hein, puisqu'il aura moins d'apport d'eau dans son alimentation. Donc là, 2 litres et demi, c'est à peu près ce qui comprend l'eau, les différentes infusions ou boissons qu'on peut boire, plus les végétaux qu'on va manger. On peut aussi se reminéraliser avec l'eau de Quinton, t'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est une façon assez naturelle de prendre des minéraux quand il y a besoin, de se supplémenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation peut être un peu appauvrie et quelquefois, elle ne suffit pas à couvrir nos besoins. Donc, des petites cures d'eau de Quinton, ça peut être intéressant. Et l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer filtrée, en fait, hein, qui est puisée très profondément. Et elle a l'avantage d'être... sa composition d'être quasiment similaire de notre composition minérale, composition de notre sang, pardon, au niveau minéral, si ce n'est qu'il y a plus de sel dans l'eau de Quinton que dans notre corps. Mais voilà, elle est très intéressante. Alors en externe, j'ai séparé en deux. Là, j'ai mis l'eau froide et puis après, il y aura l'eau chaude. L'eau froide, elle est tonifiante, elle est vivifiante, elle va réduire l'inflammation, elle va aider à la récupération du sportif. Oui. Et tout à l'heure, Pierre parlait de la loi de l'hormèse. C'est vrai que le contact de l'eau froide va endurcir l'organisme, et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que plus on va être au contact de l'eau froide ou du froid en général, et plus le corps va s'habituer à ce froid et se renforcer et devenir de plus en plus fort, en fait. Hein. Donc, deux grandes figures de l'utilisation de l'eau froide, c'est le révérend Knapp, hein, qui a été un des premiers à parler des bienfaits de l'eau froide sur la santé. Et puis Wim Hof, alors lui, c'est l'eau très froide. Lui, pour le coup, c'est vraiment l'eau glacée, les glaçons, les bacs d'eau froide, plus la respiration. Bien sûr, sa méthode, c'est aussi une technique de respiration. Et effectivement, ça ne convient pas à tout le monde et on va y aller très progressivement. Il ne s'agit pas de prendre des bains glacés si on est, par exemple, d'un tempérament nerveux et qu'on est tout le temps frileux. On va y aller progressivement. On va commencer par des petits bains de pied, par marcher dans le jardin, le matin quand il y a encore de la rosée. Et puis tout doucement, on va s'habituer. Mais il ne s'agit pas d'y aller trop vite. Les bains de mer, évidemment, qui sont tellement bénéfiques. De rivière aussi. Et là aussi, on fait le plein d'ions négatifs. Et puis, à la maison, ça va être des douches ou des bains partiels. Donc, soit du siège, des pieds, les jambes, voilà, tout le corps, jusqu'au côlon. J'ai fait un clin d'œil pour les gens qui font de l'irrigation du côlon. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi une façon de profiter des bienfaits de l'eau et de nettoyer le corps. Et tout simplement, voilà, marcher sous la pluie, marcher dans la rosée, ça paraît tout bête, mais ça fait beaucoup de bienfaits. Et c'est Nietzsche qui disait « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et là, on est bien là-dedans. Totalement. Et alors, l'eau chaude, pour ceux qui n'aiment pas l'eau froide ou qui veulent alterner, parce que c'est aussi bien de pouvoir alterner. L'eau chaude, elle est relaxante, elle est détoxifiante, elle est vasodilatatrice des capillaires sanguins et des lymphatiques. Elle permet de transpirer, donc la sudation, et d'éliminer les déchets du corps. Donc, elle a vraiment plein de bienfaits. Et elle détend les muscles endoloris. C'est vrai, quand on a mal au dos, quand on a mal quelque part, on apprécie tellement une douche chaude.
Et on a le fameux bain super calorique de Salmanov où on se met dans un bain à 38 degrés, puis on fait monter la température progressivement jusqu'à ce que ce soit, alors j'ai plus en tête, je crois que c'est 41 degrés, mais Oui. on pourra rajouter des huiles de térébenthine et puis après on sortira, on finira par une petite douche fraîche et puis on ira s'allonger en se couvrant bien. Donc ça, c'est bien détoxifiant et bien reposant. Et puis, Ouais. si on a les moyens d'aller bénéficier des eaux thermales, d'aller au hammam, au sauna. Et puis, pour les douleurs, la fameuse méthode Gardel, qui est le couplage chaud-froid, qui est vraiment très efficace pour les douleurs. Par exemple, une douleur lombaire, on a très mal au dos, on met une poche de froid sur les lombaires et on met une bouillotte sur les intestins, le foie, une bouillotte donc chaude. Et c'est cette différence de température qui va attirer, qui va éliminer les toxines et qui va soulager la douleur. Et pour l'avoir expérimenté pour différents endroits, c'est vraiment une méthode super. Et puis la douche écossaise, à la portée de tout le monde, on se douche au froid, puis au chaud, puis au froid, puis au chaud. Soit tout le corps, soit une certaine partie, ça peut être juste les mains, les avant-bras, le visage. Enfin, il y a plein de possibilités. Totalement. Si vous avez la chance de vivre près des Alpes, vous avez souvent des sources d'eau chaude. Moi, je sais que, par exemple, j'ai Montbrun-les-Bains, qui est pas très loin de chez moi, qui est à 1 heure de route quand même, mais ils font des journées accès aux thermes vraiment pas chères et on peut, aller se baigner, dans les eaux de thermes et cetera et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant au niveau, hygiénisme quotidien, petit moment pour soi, petit moment, pour son corps et cetera. Oui, sûrement. C'est mon rêve d'aller faire une petite cure thermale et bénéficier de tout ça. Ça doit être très chouette. Il faut venir dans le Vaucluse. Oui. Alors du coup, on a vu l'eau, on a vu l'alimentation, on a vu le sommeil, on a aussi, cette célèbre citation qui dit: «Le mouvement, c'est la vie». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail, de l'activité physique? Oui, très important aussi l'activité physique. Je vous ai mis la photo d'un surfeur parce que pour moi, c'est presque le sport idéal parce qu'on est au soleil, on est dans l'eau, on bouge, on est à l'extérieur, c'est vraiment un sport qui est complet, qui est beau à regarder en plus, hein, mais voilà, on est au contact de tous ces éléments naturels finalement quand on est dans l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Donc l'activité physique, elle va permettre d'oxygéner les cellules parce que le cœur va battre plus fort, hein, donc le sang va circuler plus rapidement dans le corps, donc les cellules vont être oxygénées. Ça va permettre aussi aux articulations d'être plus mobiles parce qu'on sait que plus un corps reste immobile et plus il se rigidifie, plus les ligaments, plus les fascias qui entourent tous les organes et les ligaments vont se rigidifier finalement. Et si on n'entretient pas ce mouvement, eh ben on se coince de plus en plus. Voilà, donc c'est très important de bouger. Le sport va aussi permettre de masser les organes internes. Par exemple, quand on est un petit peu essoufflé, le diaphragme va vraiment, on va respirer donc de façon plus profonde et plus rapide. Donc le diaphragme, en montant et en baissant, va masser les organes internes. Donc pour la digestion et pour la circulation de toutes les toxines dans le corps, c'est magnifique. La sudation, évidemment, quand on transpire, on élimine les toxines par la peau. Donc, c'est ce qu'on peut faire aussi si on va au sauna ou au hammam. Mais là, le simple fait de transpirer naturellement, on va éliminer les toxines. Ça favorise aussi la circulation veineuse et lymphatique, très importante. Et puis, ça va libérer les tensions physiques et nerveuses. Après une séance de sport, on est généralement très détendu, on peut être euphorique, on dort mieux. Voilà, ça a plein de bienfaits. C'est dommage de s'en passer. On est des êtres, de toute façon, au niveau physiologique, où on est fait pour faire, pas mal d'activités physiques. C'est vraiment nos vies d'aujourd'hui qui nous ont rendus sédentaires, mais on est, fait pour la marche au niveau physiologique. On peut être fait pour faire des grandes marches et cetera, sans aucun souci. Ouais. Et donc, on n'est pas obligé de faire du surf pour faire du sport. On peut faire des choses qui sont adaptées à nous et à nos envies, à nos possibilités aussi et à notre âge et à notre état de forme. On va pas tous faire la même chose, et on peut
progressivement faire des choses différentes qui vont être de plus en plus faciles si on a envie d'améliorer ses performances ou son état de forme. Mais on peut commencer par des choses très basiques comme du stretching, par exemple, qui est vraiment la base, en fait. Voilà, s'étirer, étirer son corps, le mettre en mouvement, c'est déjà une première chose très importante. La marche à pied, c'est quand même accessible à beaucoup de gens. Ou la marche nordique, qui est un peu plus physique. Et il y a différentes sortes de marches. J'ai entendu parler de la marche afghane, que je connais pas, mais qui paraît-il super. Voilà, différentes... La marche afghane, c'est une marche où on couple en fait respiration et marche. Ah bah génial. Ouais, donc on inspire sur 2 marches et on expire sur 3 marches, enfin sur 3 pas. D'accord. Ah ouais, ça doit être super. Et puis, si on est adepte du yoga, le pilates, c'est des choses qui ont l'avantage en plus, mais comme les autres, on remarque, de détendre le mental aussi. Souvent, quand on fait du yoga, on pratique aussi la méditation selon les méthodes de yoga, mais il y a souvent un moment de méditation qui est à la fin ou même pendant toute la séance de yoga. Donc, ça peut être super pour les gens qui ont besoin de gérer leurs émotions. Le pilates, ça renforce vraiment les muscles profonds, tout en respectant le corps. En plus, c'est pas du tout invasif. Ça peut se pratiquer couché. D'ailleurs, ça a été inventé par un danseur, je crois, qui était hospitalisé suite à un accident, et il a inventé cette méthode de renforcement musculaire dans son lit. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour pratiquer le pilates, mais par contre, ça renforce et ça muscle énormément. D'accord, ouais. Oui, totalement. Alors, du côté des méthodes asiatiques, on a le Qigong et le Tai Chi Chuan, qui sont très intéressantes aussi et très agréables à pratiquer, qu'il faut essayer, en fait. Si on ne connaît pas, il faut vraiment essayer, c'est sympa comme tout. Et puis, voilà, il y a la natation, le vélo, l'escalade, la course à pied. Enfin, voilà. Je pense que vous ne manquez pas d'idées pour trouver des choses à faire. Il faut vraiment faire ce qui nous plaît. Ça doit être un plaisir, surtout. Totalement. Alors, on a vu du coup un petit peu tout ça. On a la gestion des émotions qui est aussi très, très, très importante dans l'hygiène de vie au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, je dirais qu'avec l'alimentation et le sommeil, c'est la plus importante des approches de l'hygiène de vie. En fait, c'est la gestion des émotions. C'est tellement important parce que le stress est vraiment très délétère pour la santé. Il peut vraiment avoir des effets sournois et à long terme qu'on ne soupçonne pas. Ça peut commencer par des tensions musculaires, quelquefois donc qu'on ne remarque pas. D'ailleurs, les personnes stressées vont avoir des tensions dans la mâchoire. Là, il y a des gens qui serrent les dents la nuit, par exemple, des tensions dans la mâchoire, dans la nuque, dans le dos, partout, quelquefois sans s'en rendre compte. Et ça crée des douleurs qui peuvent s'installer et qui peuvent vraiment faire du mal au corps. Donc, ça peut être des tensions musculaires, de la sueur, des vertiges, des céphalées de tension, des spasmes intestinaux. Voilà, ça peut prendre plein de figures différentes. Ça va aussi acidifier le corps. Ça va dérégler le métabolisme, parce que ça va dérégler les hormones. Ça peut créer des problèmes cardiovasculaires plus ou moins graves. Ça peut apporter des troubles cutanés. Ça fait souvent baisser le système immunitaire. Ça donne des douleurs osteomusculaires pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Ça va déséquilibrer aussi les neurotransmetteurs. Donc voilà, tout un ensemble de choses que je pense beaucoup de gens connaissent très bien et qui sont à mettre sur le compte du stress, en fait. Totalement. Et puis, le stress, il va renforcer d'autres situations à risque. Par exemple, si on est sujet aux insomnies, évidemment, si on est stressé, ça ne va pas s'arranger. Ça va peut-être favoriser le tabagisme ou l'accentuer. Ça va porter vers une mauvaise alimentation. Par exemple, on peut être attiré vers des aliments doudous pour se calmer, pour s'apporter un peu de bien-être. Donc finalement, on se fait du bien sur le moment, mais bon, après, ça peut passer à la caisse. Donc, et puis, ça va favoriser aussi la sédentarité. Il y a des gens qui, quand ils sont stressés, se renferment sur eux-mêmes, ne sortent plus et ne pensent plus à se faire du bien, à sortir, à justement pratiquer cette hygiène de vie. Au contraire, ils vont renforcer les mauvaises habitudes de vie. Et puis, ça mène à la prise de poids, évidemment. Très souvent, les prises de poids sont liées à une gestion du stress
défaillante. Totalement. Et donc, du coup, tu vas nous présenter un petit peu des techniques au niveau des gestions des émotions. Ouais, alors il y a plein de choses à faire pour gérer son stress, mais quelques-unes. Donc le stress et les émotions en général, hein. Ça peut être gérer son stress, mais aussi gérer des émotions qui sont trop exacerbées, de la tristesse, de la colère. C'est pas forcément juste le stress insidieux qu'on ne voit pas arriver. D'ailleurs, il y a des gens quelquefois qui disent mais non, mais je suis pas stressée, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être en colère ou d'être mal. Mais en fait, quand on les interroge sur Leur différentes parties de leur vie, en fait, ils sont très très stressés, mais ils s'en rendent pas compte. C'est ça. Donc, des choses qui peuvent faire du bien, c'est la relaxation, la méditation, la gratitude. Par exemple, faire le soir le petit point sur sa journée. Ce pourquoi on a eu de la gratitude, on a de la gratitude dans la journée. Faire un petit cahier, un journal de gratitude, par exemple, ça peut être sympa. Donc, de positiver sur ce qui s'est passé dans la journée. On peut utiliser les ondes vibratoires de différentes choses, de la musique, écouter de la musique qui nous fait du bien. Chanter, ça fait vraiment beaucoup de bien. Si on aime et on n'a pas obligé d'avoir une belle voix pour chanter, ça fait du bien. Le rire. Rire, évidemment, ça détend, ça déstresse. Le contact avec les pierres, donc porter des pierres sur soi, s'entourer de certaines pierres. Voilà, il y a plein de pierres qui ont des vertus différentes qui peuvent rééquilibrer certaines émotions. Le contact avec la lumière, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les couleurs aussi. Là, on peut penser aux chakras, les différentes couleurs des chakras, et on peut avoir besoin d'être au contact, de visualiser ou de regarder certaines couleurs pour apaiser certaines tensions et rééquilibrer certains de nos chakras. Bon, évidemment, toutes les pratiques d'hygiène de vie que j'ai citées avant sont bénéfiques pour gérer les émotions. Tonifier son nerf vague aussi, c'est un exercice qui est très, très agréable à faire. Tonifier son nerf vague, c'est toutes les ondes vibratoires que j'ai citées avant, le chant, le rire, voilà, se gargariser. Ça va tonifier ce nerf vague qui relie le cerveau aux intestins. C'est un nerf central du corps et qui va détendre en fait, qui va permettre de détendre et qui a plein d'autres vertus. Se faire masser, évidemment, ça détend le corps et l'esprit. Cultiver des liens de qualité, des liens sociaux de qualité, c'est important d'avoir un environnement agréable. Donc, s'éloigner des personnes qui sont néfastes ou toxiques pour nous et s'entourer des gens qui nous rendent joyeux. Autant qu'on peut, c'est pas toujours évident. Mais voilà, on va garder ça en tête. Et puis, recourir aux plantes. Alors, ça peut être les huiles essentielles qui ont un taux vibratoire très élevé, les bourgeons, les tisanes, les fleurs de bac, évidemment, pour gérer les émotions. Mais voilà, je crois que Morvana va bien nous détailler ça demain. Donc, je n'en dirai pas plus. Après, il faut trouver vraiment ce qui marche sur nous, en fait. Oui. Ce qui nous plaît aussi. Donc, c'est ça qui est important. Et vous pouvez le trouver via un naturopathe, en allant au contact d'un naturopathe, discuter avec lui, voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous, pour votre quotidien à mettre en place. Tout à fait, ouais. Merci Marie-Alice, c'était super avec plaisir. Tout ça. On a donc ici des petits contacts donc, pour les personnes qui regardent en replay. Si vous souhaitez, si vous avez des questions pour Marie-Alice, etc., n'hésitez pas à la contacter sur son adresse email, sur son site internet. Et on a plein de petites questions dans le chat. Donc on a Émilie qui nous dit, est-ce que dans la formation, vous détaillez les modes de cuisson ou de conservation ? Alors, de conservation, je ne suis pas sûre, mais de cuisson, oui, bien sûr. On parle de l'impact de la cuisson sur les aliments. Tout à fait. Oui, on en parle. Conservation, j'ai un doute. Mais je crois que oui. Je pense. Ou en tout cas, Corinne ou des professeurs, je sais qu'ils répondront avec grand plaisir à ces interrogations-là. Émilie, toujours, qui nous dit, est-ce que l'on y voit les alternatives pour les intolérances alimentaires, gluten, lactose, etc. Oui, on a un module sur l'alimentation qui est très complet, où on détaille la plupart des régimes alimentaires, d'éviction ou d'apport, au contraire. Oui, tout à fait, on en parle. On a Frédéric qui nous dit, que faites-vous pour un client qui ne peut pas s'exposer au soleil ?
Alors quelqu'un qui va être allergique au soleil peut-être, qui peut pas du tout s'exposer, alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi. Heu, hem, Pourquoi il est allergique au soleil? Souvent, il y a un problème en amont, hein, Mmh. Pierre en parlait tout à l'heure. On va essayer de trouver la cause de la cause, donc et on va essayer de lui apporter une réponse, mais on va essayer aussi de faire en sorte que petit à petit, il puisse de nouveau s'exposer au soleil. Là, je parle pas des vraies maladies comme les enfants de la lune ou Oui. hein, voilà, quelqu'un qui supporte pas le soleil, bah, évidemment, on va lui conseiller de se protéger et de s'exposer plutôt aux heures les plus fraîches ou au moment où c'est nuageux, de Mmh. s'exposer quand même à la lumière du jour, sans s'exposer aux rayons directement. Il y a un petit hack qui est très sympa à mettre en place dans le quotidien et je le recommande vraiment à tout le monde. C'est, dans votre maison, le soir, vraiment mettez des lumières tamisées, des lumières rouges, des, bougies, des, lampes, en pierre de sel, des, choses qui sont plutôt rouges pour refaire un petit peu comme le crépuscule et en fait, ça ment un petit peu à votre cerveau. Ça fait comme si, il était, au coucher du soleil et ça sécrète un peu mieux de mélatonine. Donc ça peut être intéressant, il y a pas tout le côté vitamine D et tous les non plus les bienfaits du sommeil, du soleil pardon, mais ça peut être intéressant d'avoir des petits hacks comme ça. Je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais moi j'ai une lampe de luminothérapie. Est-ce que ça on peut utiliser une lampe de luminothérapie sur un allergique au soleil? Ah Je oui, sais pas. complètement, parce qu'il y a pas d'UV. Oui, oui, Ah et la voilà. lampe de luminothérapie, alors c'est utilisé beaucoup dans les pays nordiques, tu sais, quand il fait nuit, Oui, quasiment 6 mois de l'année et ils ont beaucoup de dépressions saisonnières là-bas. Donc s'exposer plusieurs minutes par jour devant une lampe de luminothérapie, c'est assez puissant. En plus, il faut la regarder en face. C'est très bénéfique justement pour le sommeil et pour la vitalité, ça va agir sur les 2, mais effectivement, il y aura pas d'UV, donc c'est complètement adapté. Et puis pour compenser le manque de vitamine D, évidemment, on va, consommer des aliments, riches en pas vitamine de D morue. comme, le foie de morue ou l'huile de foie de morue Ouais. et on peut supplémenter en vitamine D naturelle, en vitamine D3, évidemment, ouais, ouais, ouais. Mais il faut Ah chercher pourquoi est-ce qu'on ouais, peut pas s'exposer? c'est Qu'est-ce qui ça, se passe? Quel est le c'est ça. déséquilibre dans le corps qui fait qu'on a la peau si fragile? Voilà, il y a des leviers, hein, en naturopathie pour ça. C'est ça, là, je fais vraiment du conseil un peu symptomatique, mais en même temps, le soleil, c'est tellement la vie que, voilà, le temps, que le corps se réadapte au soleil, ça peut être intéressant de mettre des choses comme Oui. ça un petit peu en place. On a Émilie qui nous demande: «L'eau de Quinton a-t-elle des effets sur la thyroïde?» Je crois que alors là, c'est une colle. J'ai Alors, un moi, il y doute. a pas de souci. À ce niveau-là, moi, j'ai la maladie Vas-y. d'Hashimoto. Alors après, ça va dépendre. Je sais que pour la maladie de base d'eau, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais et après, il faut qu'elle soit régulée. Donc si vous êtes moi je suis sous, Levothyrox, depuis 10 ans, j'ai aucun souci à faire des cures d'eau de Quinton, de façon régulière. Si elle est en hyperthyroïdie, ça peut être problématique et si vous êtes non, si vous n'avez pas de médicaments, enfin de complémentation de type Levothyrox, ça peut être problématique également. Donc c'est à voir avec votre médecin. Je vous conseille de voir selon aussi votre maladie de la thyroïde que vous avez. Est-ce que c'est une hypothyroïdie C'est simple, une ça, c'est une hyperthyroïdie? hypo, une hyper, ouais. Mmh. Une maladie de base d'eau qui est beaucoup plus problématique. Moi, j'ai la maladie d'Hashimoto et sincèrement, elle est stabilisée depuis 10 ans et il y a pas de souci, Mmh. je fais des cures de Quinton de façon très régulière. Mais oui, c'est, un petit peu compliqué les maladies de la thyroïde. On a Émilie qui nous demande: «Le froid après le chaud est-il conseillé?» Oui, on l'a évoqué. Oui, oui, oui. Oui, la fameuse douche écossaise, bah, c'est du alors ce qui est bien, c'est de commencer par le chaud, de faire le Mmh, froid, ensuite encore un peu le chaud et puis finir par le froid. On peut faire autant ouais. de fois qu'on veut, hein, mais l'idéal, c'est de commencer par le chaud et de terminer par le froid. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On a Pascal qui nous dit: «Pour la cure de Quinton, quelle est la durée conseillée?» Alors généralement, comme toute cure, on va pas dépasser 2 ou 3 semaines, ça sert à rien, mais ça dépend aussi du taux, enfin du besoin qu'on a de se reminéraliser. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, on peut pas enfin, je pense qu'on peut pas donner de conseil général, ça dépend vraiment de pourquoi tu veux la faire et quelle est la problématique, que tu aurais, par exemple. Mmh, Moi, quand totalement. j'en fais sur 2-3 semaines maximum, ça dépend aussi de l'activité, si c'est quelqu'un qui est sportif, Mmh, qui a besoin de plus de minéraux, si c'est quelqu'un qui est très stressé, c'est oui. difficile de dire.
Moi, il y a pas longtemps, j'ai eu un marathonien au cabinet et je lui ai conseillé même un petit peu tout le long de l'année, quand il faisait des Mmh mh. gros entraînements et cetera, d'avoir toujours du Quinton chez lui pour prendre, 1 ou 2 ampoules, dans sa bouteille d'eau pendant ses entraînements et cetera, pour éviter qu'il se déshydrate, pour apporter des vitamines, des minéraux. Ça peut être quelque chose qui peut se faire entre guillemets «en shoot», enfin de temps en temps, Mmh mh. Tout à fait, ouais. sans Alors, sans aucun souci, quoi. petite parenthèse pour l'eau de Quinton, c'est à éviter, pour les personnes qui ont des problèmes rénaux, Oui, parce que c'est quand d'hypertension. même c'est quand même très salé et les problèmes d'hypertension. Voilà. De toute façon, quelle que soit la complémentation, n'hésitez pas à demander à votre médecin, Ouais, un avis à ce niveau-là. ouais, ouais. Merci. Marie-Alice, est-ce que tu as un petit truc Avec à nous plaisir. rajouter? Merci beaucoup. Bon, beh, super. Ah oui, tu me demandais si je voulais dire autre chose. Je t'ai coupée, c'est Ouais, ça? non, Ah il y oui, a pas pardon. J'étais ravie de participer à cette conférence. J'espère que j'étais assez claire, assez, compréhensible et puis, voilà. Merci à toi. En tout cas, c'était une super idée d'organiser ce sommet et je pense que ça va plaire à tout le monde. C'est chouette. Super. Voilà, n'hésitez pas à contacter Marie-Alice si vous avez des questions. Puis on se retrouve demain à 12h30 pour une conférence avec Morvana qui va nous parler des plantes, de la place des plantes en naturopathie. Ça va être très intéressant et je suis sûre que ça va vous étonner. Je suis sûre que vous allez être assez surpris de comment on utilise les plantes en naturopathie. Donc voilà. Merci à tous. Passez une belle soirée et je vous dis Salut, à bonne demain. soirée.